Mon implication syndicale a commencé avec les cols blancs de la Ville de Montréal et de la communauté urbaine de Montréal à l'époque, le syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal, en décembre 1976. Et je suis arrivé dans un moment privilégié parce qu'à cette époque-là, les cols blancs, ce syndicat-là, était suspendu de la CSN depuis 1974 et devait exercer un choix à savoir est-ce qu'il reste indépendant, est-ce qu'il décide de s'affilier avec une ou l'autre des grandes organisations syndicales, soit la FTQ ou la CSN. Et moi, j'étais vert, très vert. Je veux dire, j'ai été recruté en quelque sorte par les leaders du milieu à l'époque. Et moi, ça m'a stimulé sur le plan intellectuel. Ça m'a motivé. Et je me suis décidé de m'impliquer davantage dans mon syndicat local. Je suis devenu conseiller syndical en janvier 1982. Ma première assignation ou affectation, puisque assignation, c'est anglais, première affectation a été mon syndicat local. Donc, le vendredi, j'avais le chapeau d'officier membre de l'exécutif et le lundi, j'avais le chapeau de permanent du SFP. J'ai travaillé 5 ans avec Benoît Doyon, qui fut, entre autres, président du SFP Québec. Et moi, j'ai quitté à ce moment-là le secteur municipal pour aller donner le service dans le secteur universitaire, au campus de l'Université de Montréal, les 4 syndicats présents sur le campus, l'Université de Montréal, les métiers et bureaux, et l'École polytechnique métiers et bureaux. Pour une personne qui provient du secteur municipal, d'arriver dans le secteur universitaire, c'est un choc culturel. Même si c'est des employés de bureau, il y a un choc là. Puis, bon, après quelques temps, tu comprends qu'il y a toute une histoire derrière nos universités, la participation des employés à la vie universitaire, etc., etc. Donc, ça a été pour moi une période où je me suis familiarisé avec le secteur universitaire. J'ai vraiment aimé donner le service à ces gens-là sur le campus. J'ai également fait la coordination de l'ensemble de nos unités dans le secteur universitaire. Parce que, bon, il n'y a pas de négociation commune dans les universités, c'est des négociations locales, mais il y avait quand même une coordination. Et de constater les différences culturelles entre le réseau des UQ, même à l'intérieur du réseau, l'UQAM versus les universités en région, l'Université Laval, l'Université de Montréal, même l'École polytechnique versus l'Université de Montréal, de faire le constat de ces cultures différentes-là et de travailler à faire avancer les dossiers, c'est quelque chose de très stimulant. À l'époque où je donnais le service au campus, évidemment, le campus, ça comprend l'École polytechnique. Et on a vécu le drame du 6 décembre 1989. Je me souviens encore, moi, j'ai quitté cette journée-là l'école vers 3h30. Après des rencontres avec les dirigeants syndicaux, je suis arrivé chez moi. Je demeurais à Le Gardeur à l'époque. Je suis arrivé chez moi à l'heure du bulletin d'information. Je voyais les nouvelles, puis je me disais dans ma tête, mais c'est l'école, ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et là, évidemment, je montais le son, je regardais ça. Ça m'a affecté. D'autant plus que par les informations que j'avais dans la soirée, je comprenais que la personne qui a tué s'est suicidée dans une classe en face du local d'École Bleue, le local syndical d'École Bleue, parce qu'il y avait les locaux dans l'école, donc je visualisais ça. Le lendemain matin, ça a été la première chose que j'ai fait. Je me suis rendu à l'école. Je me sentais... J'en parle, puis ça me remonte, tu sais. C'est bien des émotions, ça, l'École polytechnique. Bien des émotions. Le lendemain, j'étais allé à l'école et, bon, c'est sûr que les choses étaient prises en main par l'école, mais dans des situations de gestion de conflit, on dirait que les gens, ils prennent des décisions, mais ils prennent des décisions un peu dans la panique. Et j'ai constaté que c'était les membres de l'unité métier qui ramassaient qui faisaient le ménage et non pas une compagnie spécialisée dans les désastres ou whatever, là. C'était nos membres qui ramassaient, faisaient le ménage, ramassaient les bouts de chair et tout. En tout cas, bon, j'en ai le frisson. Et j'ai approché le président du syndicat, puis j'ai dit au président du syndicat, Louis-Da La Liberté à l'époque, j'ai dit, toi, Louis-Da, aujourd'hui, tu ne travailles pas, tu donnes des tapes dans le dos à tes gars. Tu soutiens tes gars, tu fais le tour de tes gars, parce qu'il n'y avait personne qui avait de l'air à s'occuper de ces gars-là. Ça, c'est mon instinct à l'époque.
Et c'est de même que j'ai vécu ça. Bon, je passais la journée à l'école, je suis allé à certains débriefings psychologiques aussi, parce que si t'es venu me chercher, tu te dis toujours, j'aurais pu être là au moment où c'est arrivé, puis c'était proche, là, c'était proche. Donc, veux pas, ça vient te chercher. Puis il y avait un membre de l'unité bureau également, je me souviens plus de son nom, là, mais qui est décédé. Donc, veux pas, ça vient te chercher. J'ai appris pas quelques semaines après l'événement, tout ça, que le directeur des ressources humaines veut suspendre le président du syndicat parce qu'il considère qu'il n'a pas travaillé cette journée-là. Imaginez-vous. Il n'a pas travaillé, le président, non. Il encourageait ses membres, il soutenait ses membres, mais c'était pas du travail. J'étais un peu... vous me connaissez, ceux qui me connaissent, ils savent, là. J'étais un peu intempestif, donc j'ai pas fait ni un ni deux. J'étais allé voir le directeur de l'école à l'époque. Puis j'ai dit au directeur de l'école, là, j'ai dit, là, ça, là, c'est inacceptable. Et on exige des excuses du directeur des ressources humaines. Alors, le directeur d'école a partagé notre vision et il a obligé le directeur d'école de s'excuser à l'ensemble des employés de métier, de s'excuser d'avoir dit que Louis-Don n'avait pas travaillé, puis quelques mois après, il perdait sa job à l'école. Les dossiers ont été tellement nombreux dans le secteur municipal. Le défi le plus... Il y a eu beaucoup de défis. Il y a eu des conflits, entre autres. Lorsque je suis arrivé, il y avait une petite municipalité de la Beauce, East Broughton, qui était en grève depuis pratiquement 2 ans. Si je ne me trompe pas, c'était environ 7 employés municipaux. Donc, un conflit qui perdurait. Dans les petites municipalités, lorsqu'il y a un conflit, c'est très rare que ça dure pas longtemps, malheureusement, là, parce que c'est les égos des gens en place qu'il faut traverser, plus que le rationnel. Là, on est vraiment dans les égos des gens. Il y a eu le conflit de Verdun, ça, le conflit de Bossé, du maire Bossé à l'époque. Un conflit qui a duré, de mémoire, 14 mois, je crois, en tout cas, environ 14 mois, 14 à 15 mois. Là. Un conflit qui a été particulièrement difficile, mais qui, somme toute, a été bien, je dirais... la finale a été correcte. Saint-Anne-Mata, Saint-Béatrix, c'est un conflit en 2001-2002. 22 mois de grève, 13 salariés. Un conflit qui a été très long, qui a demandé l'intervention, qui a nécessité l'intervention du président de la FTQ et qui a fini par se régler par une recommandation du conciliateur sur la sécurité d'emploi. Une formule hybride, mais qui conservait nos principes syndicaux de sécurité d'emploi et qui permettait à la municipalité de sauver la face un peu. Le lock-out de Malartic, parce que Malartic, c'était pas une grève, c'était un lock-out. Contrairement à ce qu'on pense, les services essentiels, dans le cas du secteur municipal, c'est par décret gouvernemental. Et dans le cas des unités de négo col blanc, à moins que tu aies un service 911 ou d'hygiène ou d'environnement, il n'y a pas beaucoup de services essentiels à donner. La santé et la sécurité de la population. Dans le cas des cols bleus, c'est autre chose, le déneigement, etc. Mais les unités col blanc, dans le cas de Malartic, il n'était pas sujet aux services essentiels. Et la municipalité a fait un lock-out qui a duré là également plusieurs mois. Là aussi, il y a eu beaucoup de solidarité. On a organisé une manifestation. On a tellement organisé des manifestations là, que ça serait très difficile de toutes les énumérer. Mais à Malartic, on était descendu très nombreux, environ 2000, pour aller manifester dans cette petite municipalité-là. Je dois dire que comme défi, en 26 ans au SCFP, celui des fusions municipales, je considère que ça a été le plus grand défi, le plus beau défi. Parce que quand on dit fusion municipale comme ça, c'est intangible. Là. Mais dans le contexte des fusions au début des années 2000, dans le très, très, très concret, il y a eu la législation dont le dépôt du projet de loi ne faisait pas notre affaire, parce que la lecture qu'on en faisait, c'est qu'à toute fin pratique, on nous enlevait notre droit à la libre négociation. Donc, il a fallu mobiliser nos gens. Mobilisation qui a amené la tenue d'une assemblée générale unique, provinciale,
en partie au Stade olympique, en partie à Québec, en partie à Sept-Îles, puis en partie au Saguenay, par le système de télévision. Là, je ne connais pas l'expression, là, je ne suis pas un spécialiste des médias, là, mais en multiplex ou whatever. Mais bref, on était quand même une douzaine de mille rassemblés au Stade olympique pour dénoncer le projet de loi, le premier projet de loi sur les fusions municipales, quant à la partie sur les relations de travail. C'est sûr que le reste, les fusions, on n'était pas défavorable aux fusions, mais on ne voulait pas perdre notre droit de négociation à travers de ça. Donc ça, l'événement du Stade olympique, ça a été toute une organisation. Là aussi, il y a des anecdotes. Ce que les gens ne savent pas, c'est que la veille, on a été convoqués par la Commission des services essentiels la veille de la tenue de l'événement. Toutes nos sections locales, tous nos présidents avaient été convoqués. Bon, évidemment, on a fait de la gestion de crise, passé le mot d'ordre, personne n'y va. On avait délégué notre bureau d'avocat, Lamoureux-Morin. Et finalement, vers 8 heures, mon ami Jacques, maître Jacques Lamoureux, à genoux, je présume, au téléphone, me suppliait de me déplacer pour me rendre à la Commission des services essentiels. Je suis allé témoigner vers 10 heures à la Commission des services essentiels. Et, bon, évidemment, le président de l'époque de la Commission des services essentiels avait un peu de difficulté à croire ma version. Je lui expliquais qu'au Stade olympique, il y avait une grande salle, mais il y avait aussi des petites salles. Puis qu'on continuait la démarche qu'on faisait depuis quelques mois, c'est-à-dire d'informer nos membres sur la législation sur les fusions municipales. Bon, pour faire une histoire courte, le lendemain matin, je suis passé au bureau du SFP à 5 heures pour aller surveiller le fax, parce que l'ordonnance a été émise par fax. J'ai pris l'ordonnance. J'étais le seul à savoir qu'il y avait eu une ordonnance d'émise pour que la réunion ne se tienne pas. Je suis arrivé au Stade olympique avec l'ordonnance dans mes poches. Je suis allé voir mon directeur de l'époque, puis le président du SFP, c'est-à-dire le secrétaire trésorier de l'époque, Claude Généreux, Pierre Dupuis. Je leur ai dit, il y a une ordonnance, on n'a pas le droit de se réunir, mais cassez-vous pas la tête, il n'y a pas personne à part nous trois qui le sait. Et ça va être manifesté par huissier probablement ce matin, mais le service de sécurité va s'occuper que l'huissier ne puisse pas délivrer l'ordonnance. Et de fait, il y a un huissier qui s'est présenté sur conseil de la police, il a viré de bord. Ça a surpris tout le monde, ça a surpris les autorités gouvernementales. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'on puisse mobiliser dans cette forme-là, dans les différentes régions du Québec. Et ça a amené une modification à la loi qui a respecté notre droit à la négociation, même si les fusions étaient assujetties sur le plan technique de médiation arbitraire. Maintenant, le plus intéressant des fusions, c'est pas ça. Ça, là, c'est l'action syndicale, c'est toujours le fun. Mais le défi le plus grand, c'est d'emmener les syndicats à fusionner entre eux avant la fusion de la municipalité. Parce que de toute façon, ils n'ont pas le choix. Ils deviennent tout le monde des employés de la nouvelle municipalité, puis il y a un seul syndicat qui va être accrédité. Donc, sur l'île de Montréal, on avait plusieurs syndicats de col blanc, plusieurs syndicats de col bleu. Et comment tu amènes ces gens-là à réaliser qu'ils ont le devoir face à leurs membres de travailler ensemble? Ça a été tout, puis je parle de Montréal, mais ça a été vrai aussi sur la Rive-Sud, ça a été vrai dans la région de Québec, ça a été vrai dans toutes les régions du Québec. Et là-dessus, chapeau les membres du secteur municipal, les leaders du secteur municipal, parce que vous avez réussi avec brio. Les fusions, ça a été le plus grand, le plus beau défi, je pense, dans mes 26 ans au SFP. Je n'ai eu beaucoup, mais celui-là, en tout cas, pour moi, là, quand je fais le bilan, là, c'est le plus grand défi, tant d'un point de vue syndical que d'un point de vue aussi de lobby auprès du gouvernement pour circonscrire le dossier des relations de travail. Après ça, les diffusions, ça, c'est le dossier le plus qui m'a rendu le plus amer. Là. Tu peux pas bâtir pour le lendemain travailler à débâtir. Là. Je veux dire, ça, là... D'ailleurs, on voit la situation à Montréal, pas embarquer sur le plan politique, là, mais regarde, on voit le fonctionnement à Montréal. Pour moi, le rôle d'un conseiller syndical service aux membres, ça a toujours été d'être un leader d'influence et un agent de changement. Malheureusement, aujourd'hui, les conseillers sont tellement absorbés par l'aspect relations de travail, l'aspect juridique du dossier, qu'ils perdent de vue l'aspect mobilisation. Le deuxième front syndical, d'être des influenceurs par rapport à l'avancement dans notre société.